on a la grande chance dans ce pays d'Aix d'avoir au moins trois grands noms de l'histoire de l'art et de l'art moderne, de la modernité et de l'art moderne. Cézanne, que l'on vient d'évoquer au travers de la montagne Sainte-Victoire, évidemment. Picasso, qui, ne l'oublions pas, a acheté le château de Vauvenargues en 1958. Il réside de manière permanente pendant 3-4 ans, c'est court, mais avec Picasso, il y a une telle production de cette période, justement, de Vauvenargues, une période importante, que l'on a un petit peu trop oubliée, d'une certaine façon, qui fait référence non pas tant à Cézanne, mais à son Espagne perdue, à son Espagne natale. Et puis, il y a effectivement André Masson, qui repose, lui aussi, dans le territoire aixois, au Tolonnais, au pied de la montagne Sainte-Victoire. Donc on a un genre de triangle magique qui est d'avoir, ici à Aix, au cimetière Saint-Pierre, la tombe de Cézanne, à Vauvenargues, devant le château, la tombe de Picasso, et de l'autre côté de la montagne, au Tolonnais, la tombe de André Masson. Ce qui est tout de même pas si mal pour un si petit territoire. Donc Picasso se justifie largement ici au musée Granet. Il a fallu longtemps pour que Cézanne soit présent dans ce musée, vous le savez toutes et tous, au moins 30 ans, 40 ans de travail acharné pour faire que Cézanne soit vraiment présent dans le musée de sa ville natale. Et puis il était important, puisqu'il était le père de l'art moderne, que cet art moderne soit présent. Nous avons eu en 2000 la mise en dépôt de la collection de Philippe Meyer, de la plus grande partie de la collection de Philippe Meyer, avec notamment les Giacometti absolument remarquables de cette collection. Et puis depuis 2010, vous le savez, par convention aussi avec la Fondation Jean et Suzanne Planck, cette magnifique collection constituée par ce Suisse qui contient au moins 15 Picasso, ce qui est déjà tout aussi remarquable évidemment, et notamment un Picasso de 1959, La Femme miroir, peint au château de Vauvenargues. Donc Picasso est chez lui aussi, il est chez lui partout évidemment, mais il est chez lui de manière aussi plus particulière à Aix-en-Provence, dans le pays d'Aix, et donc aussi au musée Granet. Je ne reviendrai pas parce que ce serait trop long, mais pour vous raconter que Jacqueline Picasso, la dernière femme du peintre, s'est intéressée au musée Granet. Et en 1981, par exemple, elle a organisé une exposition de linogravure de Picasso dans ce musée. Elle est venue personnellement, elle a prêté sa collection pour cette exposition. Ensuite, en 1982, elle a donné une lettre de Cézanne, de 1906, de la dernière année de la vie de Cézanne, que Picasso avait gardée précieusement dans ces dernières années, dans le tiroir de sa table de nuit, au plus près de lui, comme un genre de talisman qui pouvait le protéger, et notamment le protéger de la mort qu'il redoutait abominablement. Et puis toujours cette même Jacqueline, en 1984, quand l'État décide de mettre en dépôt 8 peintures à l'huile de Cézanne, téléphone au conservateur de l'époque, qui était Denis Bouttagne, en lui disant « Je veux absolument que Picasso soit présent quand Cézanne revient dans sa ville natale ». Et elle propose 12 chefs-d'œuvre de sa collection personnelle, qui depuis ont rejoint les collections nationales, pour certaines d'entre elles. Je pense notamment à une très belle femme à la guitare, absolument somptueuse, qui se trouve au musée au moment où justement Cézanne arrive et elle veut un titre, hommage de Pablo Picasso à Monsieur Cézanne. Parce que Jacqueline nous l'a dit, Picasso n'appelait jamais Cézanne Cézanne, il disait toujours Monsieur Cézanne. Donc ces liens-là ne sont pas fondamentalement récents, mais ils sont importants. Nos collections se sont développées, Picasso est maintenant présent aussi dans ces collections, donc il est important de pouvoir continuer à mettre en évidence, bien sûr, Cézanne, mais aussi Picasso. Et Picasso, à Aix, cette année, c'est une exposition en miroir, comme nous avons eu l'occasion de le faire en 2009 avec Picasso-Cézanne, c'est Picasso-Picabia. Alors c'est vrai que c'est inédit, c'est vrai que c'est une première, c'est vrai aussi qu'on m'a dit, mais qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que vous allez faire avec Picasso et avec Picabia ensemble? Eh bien, on va faire une chose simple, qui est peut-être même de mettre un peu de côté Picasso et un peu de côté Picabia, pour se poser la question fondamentale de qu'est-ce que la peinture dans la première moitié du XXe siècle. Est-ce que la peinture peut mourir? Parce que c'est finalement la grande question qui traverse l'œuvre de ces deux artistes. Est-ce qu'un jour la peinture peut mourir? On a bien dit un jour que Dieu était mort, la peinture peut mourir aussi. Et c'est ce qui va sous-tendre le travail d'un Picasso qui va croire mordicus et jusqu'à la fin que la peinture peut vivre et doit survivre. Avec Picabia, la réponse est beaucoup plus délicate. On peut penser que cet être fragile, souvent déprimé, se posant énormément de questions, a pu penser un jour que la peinture puisse mourir. Et d'une certaine façon, la mise en parallèle que vous allez découvrir au fur et à mesure de cette exposition, c'est ce questionnement, cette interrogation sur justement qu'est-ce que la peinture et surtout est-ce que la peinture est mortelle.
Et une fois qu'on a dit ça, je crois qu'on peut voir encore de manière très différente l'exposition, et non pas justement cette simple, et déjà géniale, juxtaposition de chefs-d'œuvre.